Bienvenue à la 8e session de Paris J'écris. Le thème de la soirée, c'est la structure du roman, parce que c'est, avec le style, c'est l'une des grandes faiblesses des manuscrits, surtout des manuscrits de premier roman, où on ne sait pas trop comment les travailler, et souvent ça ressemble pas à grand-chose. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la structure d'un roman? Je me suis permis de paraphraser Arletty pour poser la question. Faut pas confondre structure et histoire. L'histoire, c'est la succession des logiques des causes aux effets qui vont amener les personnages jusqu'au dénouement du livre. La structure, c'est pas ça. La structure, c'est bien plus profond et sous-jacent à l'histoire. Je la définis comme un maillage de signes, de détails significatifs qui vont permettre le développement de thèmes, de motifs, d'une pensée qui va créer le monde imaginaire qu'est le roman. C'est une sorte de maillage, de toile d'araignée dans laquelle sont pris les personnages, les phénomènes, les faits de l'histoire et qui relie tout ça et qui donne sa cohérence au roman et sa densité. Typiquement, quand on vient dans les flashbacks, Mhm. flashbacks, pas trop long, mais des Retour en arrière. voilà, de l'histoire des personnages, ça fait partie de la structure, on est d'accord, on n'est pas dans quelque chose de linéaire. Ça, oui, ça fait partie de la structure, en effet. La manière dont on aborde la succession chronologique des événements de l'histoire, est-ce qu'on les fait dans un ordre linéaire du passé vers le présent et vers le futur, ou avec des retours en arrière? C'est une manière d'aborder, c'est une manière de structurer son histoire. Dans l'Empire des signes, Roland Barthes parle de feuilleté de symboles. C'est pour montrer bien le côté couche et sous-couche qu'apporte la structure d'un roman, qui permet de la densifier et lui apporter plusieurs niveaux de signification qui correspondront à plusieurs niveaux de lecture et qui donneront toute la richesse au roman. Puisque les mauvais romans, ce sont des romans que vous pouvez lire une fois et les lire plusieurs fois, ça rime à rien puisque la première lecture a déjà tout épuisé, puisqu'il n'y a pas énormément de pensée, il n'y a pas énormément de sens, c'est souvent rempli de clichés, donc il n'y a pas énormément besoin d'interpréter dans les mauvais romans. Dans les bons romans, c'est l'inverse, il y a énormément de niveaux de signification et vous devez à la loupe essayer de comprendre ce qui se passe et de voir toutes les strates du feuilleté. Et en fait, pour moi, la structure, ça donne l'illusion de la perspective. Et cette illusion de perspective donne le sens transversal de l'œuvre. Si j'assimile l'histoire d'un roman au sens longitudinal, donc l'horizontale ici, la structure pour moi c'est quelque chose de transversal, de vertical, qui va dans les profondeurs du roman et des personnages. Et c'est pour ça que je parlais de strat tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de vertical et de profond. Et si j'ai donné à ce schéma une forme elliptique, c'est par référence à un dialogue assez rigolo dans Palude de Gide, où, où le narrateur en fait compare un livre à un œuf, qui est une forme close, pleine, sphérique, totale, une sorte de monde parfait. Et donc c'est une conception assez grecque de la beauté. Et la structure permet de donner au roman cette forme-là, de cohérence et de plénitude. Mais il y a un travers dans l'exigence de structure quand on est romancier, c'est à force de trop vouloir structurer, on a parfois tendance à vouloir exhiber les fondations de l'ouvrage à la surface,
Et ça, je trouve ça assez malhabile, puisque en fait, plus les signes sont visibles, plus l'effet est grossier, je trouve. C'est un travers qu'on retrouve énormément dans les mauvais films américains de réalisateurs tels que Christopher Nolan, par exemple, qui structure ses films de manière hyper visible pour que ce soit très compréhensible de la part du plus grand public, pour avoir une large audience et que ces films soient des succès commerciaux. Et du coup, ils en perdent une partie de leur intérêt parce que c'est aisément compréhensible. Alors je ne vous demande pas de faire quelque chose d'incompréhensible, mais c'est à partir d'un certain seuil de visibilité, on a l'impression que la personne en face nous prend pour un abruti. Parce qu'il il appuie trop en fait sur les signes et il vous prend par le cou, il vous dit regardez, regarde ça, c'est ce que je veux dire, et du coup ça vous retire toute liberté d'interpréter et ça vous coupe l'herbe sous le pied, quoi, si vous me permettez ce cliché. Et c'est pour ça que je compare un écrivain, un tueur en série qui cherche à laisser derrière lui intentionnellement des indices pour que le lecteur détective puisse l'arrêter. C'est un écrivain, c'est quelqu'un qui essaye d'enterrer dans une île un trésor et qui laisse des pistes, des cartes au trésor, comme ça intentionnellement, pour que vous puissiez récupérer le trésor, qui est le sens profond du livre. Et donc voilà, c'est une sorte de jeu de pistes et de détective entre l'auteur et le lecteur. Il faut que les deux soient consentants, il faut que les deux soient de bonne foi. Si l'un des deux ne joue pas le jeu, le livre n'existe pas. Bon, je vais arrêter de parler de théorie et je vais essayer de rentrer plus dans des détails pratiques. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de signes, mais je n'ai pas précisé ce qu'était un signe. Les signes, ce sont des images ou des motifs qui peuvent servir de présage au lecteur pour qu'il comprenne ce que va donner le livre par la suite. Parce qu'on lit jamais, on n'est jamais dans le présent de l'action qui est en train d'être lue quand on est lecteur. On est toujours un temps d'avance par rapport à l'action qui est en train d'être lue, parce qu'on veut toujours savoir ce qui se passe ensuite. Et quand on est lecteur, on veut savoir ce qui se passe, on a de l'impatience et une certaine hâte à découvrir la suite. Et donc une bonne manière de travailler, d'organiser l'impatience du lecteur à découvrir la suite du livre, c'est de semer dans le cours de sa lecture des indices de ce qui va arriver par la suite et des indices qui vont lui permettre de comprendre les personnages et ce qui se passe. Et quand, au dénouement de l'histoire, tout va se mettre en place pour amener à une compréhension plus profonde et plus fine du sujet ou des personnages du livre, à ce moment-là, le lecteur se rendra compte, s'il est un tant soit peu bon et attentif au moment de sa lecture, que toute une série de signes sont venus amener cette révélation finale. Et donc, du coup, il n'a qu'une envie, c'est de recommencer la lecture pour mieux comprendre le livre. Et c'est pour ça que je dis que l'auteur, c'est une sorte de Pity dont les oracles doivent être interprétés par le lecteur. C'est la Pity d'elle, c'était une femme qui donnait des oracles incompréhensibles au commun des mortels, et il y avait une caste de prêtres pour les interpréter et pour que le commun des mortels puisse avoir un aperçu de son avenir à partir de cette interprétation. Et bien là, vous êtes à la place des prêtres en tant que lecteur, et en tant qu'auteur, vous devez créer une masse de détails significatifs que le lecteur doit interpréter. Si le lecteur n'a rien à interpréter, il n'a rien à faire, il s'ennuie. Je vais vous parler un peu de Madame Bovary pour vous donner des exemples
précisément ce qu'est un signe, ce qu'est un motif, ce qu'est un thème, puisque en fait une structure c'est souvent une, une structure contre-puntique, un contrepoint de différentes lignes thématiques qui s'enchevêtrent au cours de l'histoire et cet entrelac de thèmes va donner le maillage structurel au livre. Et les lignes thématiques dans Madame Bovary, il y en a plusieurs. Il y a, et ça, je me suis beaucoup inspiré des cours de littérature de Nabokov pour vous en parler. Il a fait une analyse lumineuse de Madame Bovary qui est vraiment passionnante. Et c'est là que vous apprenez comment lire. Parce que il y a différents niveaux de lecture, comme il y a différentes qualités d'écriture. Et les lectures de Nabokov sont exceptionnelles de densité, d'intelligence, de sensibilité. Et donc, les lignes thématiques de Madame Bovary. Il commence par parler d'un thème qui revient à 3 reprises au cours de l'histoire. C'est ce qu'il appelle le thème des strates, de la pièce montée, en fait. La première occurrence de ce thème arrive dès le début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand enfant, Charles Bovary arrive dans cette école à Rouen. C'est le nouveau, il a une sorte de casquette affreuse que Flaubert décrit sur tout un paragraphe, une sorte de patchwork infâme, de mauvais goût, pathétique et informe. Et il la décrit vraiment strate par strate, élément par élément. Et cette petite chose informe et pathétique est un présage et un condensé de l'avenir informe et pathétique de Charles Bovary et de son mariage dramatique avec Emma Bovary. La deuxième occurrence, c'est la pièce montée qui est faite justement pour son mariage. Et là encore, Flaubert décrit strate par strate la pièce montée. Et ça annonce en fait la dernière occurrence de cette ligne thématique qui est pour l'enterrement d'Emma Bovary. Charles Bovary écrit ses volontés pour l'aménagement de la cérémonie, etc., etc. Et à un moment, il décrit les cercueils. Il veut que le corps de sa femme repose dans 3 cercueils emboîtés les uns dans les autres. Un en chêne, je crois, l'autre en acajou, le dernier en bronze, mettons. Et cet emboîtement rappelle l'analyse strate par strate de la pièce montée et le côté patchwork de la casquette. Et en fait, alors ça c'est pas le genre de choses qu'on remarque à la première lecture ni à la seconde. C'est vraiment quelque chose qui revient quand vous avez analysé les motifs principaux, d'abord l'histoire, ensuite la psychologie des personnages, ensuite les motifs principaux. Et quand il vous reste plus grand chose, vous découvrez vraiment les petits détails que l'auteur a mis des mois et des mois à agencer les uns dans les autres pour donner de la cohérence et une certaine densité à son roman. Et dans ses lettres, c'est quelque chose d'affolant. C'est la première année de l'écriture de Madame Bovary. Il a écrit à peine 90 pages, ce qui est bien, mais qui n'est pas non plus énorme. C'est pas un graphomane compulsif. Et ça montre bien l'acharnement, le côté maniaque à vouloir construire un monde vraiment qui forme un tout, qui forme un œuf plein, sphérique, rond, dense. Et ça... Finalement, la structure, c'est plus le monde autour. Et ce qu'on en donne à voir, les choix qu'on en donne à voir. Bah, c'est la structure, c'est cet ensemble de
petites choses, de petits détails qui vont donner, qui vont créer le soubassement, les fondations, le feuilleté de strates, qui va sous-tendre en fait la forme générale. La forme, bah, il y a une forme assez particulière justement dans Madame Bovary, c'est une sorte de forme comme ça, je ne sais pas comment la nommer. Et d'ailleurs, Nabokov fait ce croquis pour ses élèves, pour qu'ils comprennent bien. C'est le point de départ de l'histoire, c'est... alors déjà, il y a un changement de narration. On passe d'un nous à une narration plus objective à la troisième personne du singulier. Et en gros, le narrateur qu'on pense être dans la même école que Charles Bovary, nous parle de Charles Bovary arrivant dans son école. Et ensuite, par une transition assez fine, il raconte l'enfance de Charles Bovary. Donc on part d'une période où Charles Bovary a à peu près 13 ans. On retourne en arrière pour décrire toute son enfance, sa famille, ses parents. Et le narrateur revient au moment où, revient au moment où il est adolescent dans l'école à Rouen avec Charles Bovary, pour ensuite partir linéairement dans une structure plus chronologique et qui montre la maturité de Charles Bovary, son mariage et tout ce que vous savez par la suite. C'est ça la forme en fait. Et ensuite, pour structurer cette forme, il y a tous les petits détails que j'ai évoqués. Dans Madame Bovary, Flaubert utilise une technique de contrepoint pour en fait lier les différentes lignes thématiques et même à l'intérieur d'un même mouvement, d'une même scène, différentes conversations, il arrive à les lier par cette technique de contrepoint qui est une référence à une technique musicale qui permet d'alterner différentes lignes mélodiques et de les développer. C'est une technique qui est utilisée dans les fugues avec des jeux de variations. Et en fait, un roman, c'est exactement la même chose. Je trouve que la technique du contrepoint est une très bonne technique parce que dans un roman, vous n'avez pas un seul thème. Vous n'avez pas le thème de l'amour impossible ou de la vengeance contrariée ou je ne sais pas quoi. Vous avez un enchevêtrement de différents thèmes, sous-thèmes, principaux, secondaires, tertiaires, je ne sais pas. Et à aucun moment, vous allez faire, alors j'ai mon thème 1, donc je vais faire première partie pour le thème 1, ensuite thème 2, deuxième partie, ça ne se passe pas comme ça. C'est une sorte d'entrelac de toutes ces lignes thématiques qui vont créer par ce maillage la structure. Et la technique du contrepoint permet justement d'alterner harmonieusement entre ces différents thèmes pour créer cet effet d'harmonie. Il a inventé une autre méthode que Nabokov appelle la méthode de la transition structurelle, qui consiste en fait, au lieu d'accorder pour chaque grand sujet ou grand personnage ou grande scène de votre roman, pour chacune de ces parties, un chapitre. Donc là, je veux montrer la rencontre, un chapitre. Je veux montrer, je sais pas, la rupture, un chapitre. Flaubert est plus fin et crée des transitions très fines en une phrase ou un paragraphe entre les différents sujets de son livre. Et il fait pas, voilà, il limite pas un sujet à un chapitre, mais il imbrique les sujets les uns dans les autres au sein de tous les chapitres du livre pour créer, encore une fois, cet aspect de feuilleté, de maillage très fin et très serré qui donne vraiment sa cohérence, sa dureté, sa densité au livre. Et c'est pour ça qu'on l'étudie encore aujourd'hui.
Et c'est pour ça que ça a inspiré énormément Proust, c'est pour ça que ça a inspiré Joyce. Et voilà, c'est ça qui fait le chef-d'œuvre, c'est ce côté dense, dur, solide, qui lui permettra de résister au temps. Je parle énormément. Je vais déraper, je sens. Donc pour résumer, une structure riche est constituée d'un jeu de variations et d'échos, de motifs qui reviennent de chapitre en chapitre ou de scène en scène, plus ou moins les mêmes, plus ou moins différents les uns des autres, mais qui, par ce jeu d'échos, va donner une certaine ligne de base à l'histoire, sur laquelle l'histoire se raccroche et qui donne la structure en fait du livre, sa cohérence, sa densité. Je vais faire un détour par le cinéma parce que j'en ai marre de parler de littérature. Je vais vous parler de Vertigo ou Sur froide en français de Hitchcock, qui est vraiment l'exemple typique d'une structure quasi parfaite, en tout cas très réussie. Hitchcock était un maniaque du détail et ça se ressent dans ce film en particulier. Là aussi, c'est un film qui a énormément inspiré de gens. Chris Marker, qui a fait La Jetée, qui fait énormément référence à Sur froide. Terry Gilliam, qui a fait un remake de La Jetée en mode blockbuster américain, et qui, dans une des scènes, montre un extrait de Vertigo dans son film. David Lynch, dans Lost Highway, reprend énormément de thématiques et de moments clés de Vertigo. Enfin, voilà, la liste est sans fin et c'est vraiment un film important de l'histoire du cinéma, qui a d'ailleurs pas très bien marché à sa sortie, et c'est seulement au cours des décennies suivantes qu'il a acquis cette stature de film culte et en tout cas classique, jusqu'à ce qu'en 2012, un magazine anglais de cinéma lui octroie le titre un peu ronflant de meilleur film de tous les temps. J'ai l'impression que c'est un titre qui est donné aux films maudits ou qu'on a risqué de perdre, parce que la copie de Vertigo a longtemps été perdue, donc pendant très longtemps on n'a pas pu le voir. Donc ça crée une envie chez les cinéphiles, et tout de suite ça l'entoure d'une auréole culte. Et le précédent meilleur film de tous les temps, c'était Citizen Kane, qui est lui aussi un film maudit, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon j'ai vraiment dérapé. Donc je vais faire un petit rappel des faits en commençant par rappeler que c'est deux films en un. Il y a une première partie qui occupe à peu près les 3/5 du film, et la dernière partie le reste. Et c'est vraiment un effet de miroir entre les deux. Et alors, qui n'a pas vu le film? Bon. C'est ça, très bien. Ben, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais peut-être spoiler les autres, mais c'est un risque. Donc le premier film, pour faire simple, c'est l'histoire d'une jeune femme mariée dont le mari craint qu'elle soit possédée par le fantôme d'une de ses aïeules. Le fantôme de Carlotta, dont on voit le tableau ici. Et il demande à l'un de ses anciens amis, qu'il retrouve inopinément à San Francisco, de la suivre, d'enquêter sur elle pour s'assurer qu'elle ne va pas attenter à ses jours, puisque Carlotta a une fin tragique. Et donc le personnage de la femme est interprété par Kim Novak. Le personnage du détective est interprété par James Stewart. Et en fait, au tout début du film, on voit James Stewart, qui est alors policier, pourchasser un criminel sur le toit d'un immeuble à San Francisco, manquer de tomber dans le vide. Et c'est là qu'il découvre qu'il souffre de vertige. Et depuis lors, il ne peut pas monter sur un escabeau, c'est terrible. C'est un détail qui a son importance pour la suite. Donc il se met à filer Kim Novak, et il se rend compte qu'en effet elle a un comportement étrange. Au
début, il était assez sceptique, mais après l'avoir rencontrée sans qu'elle s'en rende compte dans un restaurant, forcément, il commence à plus ou moins tomber amoureux d'elle, parce qu'elle est très belle. Et de là, son intérêt subit pour l'enquête. Et en la filant, il se rend compte qu'elle a un comportement étrange, et jusqu'à se jeter dans la baie de San Francisco, au pied du Golden Gate. Il la sauve, et c'est à ce moment-là qu'ils font connaissance, qu'ils tombent vraiment amoureux, qu'elle lui raconte ses cauchemars, ce phénomène de possession qui prend plus en plus de place dans sa vie, jusqu'au moment où elle s'échappe, elle monte en haut du campanile d'une mission espagnole au sud de San Francisco, et elle se jette dans le vide. Bien sûr, James Stewart, qui l'accompagnait, n'a pas pu la suivre puisqu'il avait le vertige. Et donc là, fin de la première partie du film, James Stewart dépressif, complètement en mode zéro, apathique, et commence la seconde partie du film où en fait il va rencontrer un sosie de Madeleine. Madeleine, c'est le nom de la jeune femme interprétée par Kim Novak. Et le sosie est bien sûr interprété également par Kim Novak pour vraiment le rendre fou. Et avant qu'il la rencontre, en fait, il hantait un peu les lieux où il avait rencontré Madeleine pour la retrouver. Et c'est en faisant ce périple-là qu'il découvre dans une rue Judy, qui est le sosie parfait de Madeleine à la coupe de cheveux près. Et il va la rencontrer pour lui demander son nom, d'où elle vient. Enfin, il y a moyen d'avoir peur quand un inconnu vous aborde avec ce genre de questions. Mais il arrive à la convaincre de passer la soirée avec lui. Et il passe une très bonne soirée et tout va bien. Jusqu'au moment où il en veut plus et il veut la métamorphoser en Judy. En Madeleine. Merci. Je m'y perds moi-même. Et donc là, il lui fait porter les mêmes habits que Madeleine, il lui fait changer la couleur de ses cheveux, il la fait se coiffer. C'est vraiment le Pygmalion qui essaye de la métamorphoser en Madeleine. Sauf que ce qu'il ne sait pas encore et ce que le spectateur sait déjà, puisque après sa première rencontre avec Scotty, qui est le nom du personnage interprété par James Stewart, Judy va lui écrire une lettre où elle lui raconte la vérité sur la première partie du film, puisqu'on se rend compte alors que Judy est vraiment Madeleine, enfin est vraiment le personnage, la personne que Scotty a pris pour Madeleine. J'espère ne perdre personne. Puisqu'en fait, elle lui explique que c'est un rôle qu'elle tenait pour le compte du mari de Madeleine, parce que le mari de Madeleine voulait se débarrasser de Madeleine. Et donc, en fait, ayant compris que James Stewart souffrait de vertige, il invente le stratagème de jeter sa femme du haut du campanile de cette mission espagnole, en faisant croire à Scotty, James Stewart, que c'est Madeleine enfin la Madeleine qui croyait être Madeleine, alors que c'était un double c'était un double de Madeleine. Sauf que cette lettre qu'elle a écrite, Judy, elle va la détruire parce que elle-même est tombée amoureuse forcément de James Stewart, et elle veut recréer cette idylle et veut se faire aimer de James Stewart pour elle-même et pas pour le simulacre de Madeleine qu'elle a créé avec la complicité de son mari. Donc voilà pour très rapidement la trame de l'histoire.
Donc en fait, le thème principal du film, c'est le thème orphique de la seconde chance. On peut voir ça comme un film policier, mais c'est vraiment pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce fantasme de vouloir avoir une seconde chance alors que la mort est là pour sanctionner et pour l'en empêcher en fait. Puisque la seconde partie du film va avec ce travers de Pygmalion qu'il a de vouloir transformer Judy en Madeleine. On sent par différents détails, et je vais en parler maintenant, que c'est une manière de rebrousser le temps. Et la spirale qu'on voit dès le générique du film qui a été créé par Saul Bass, la spirale n'est pas une spirale spatiale, mais une spirale du temps. Et ça symbolise en fait la velléité de James Stewart à rebrousser le temps pour revivre une seconde fois son amour, et comme on le verra par la suite, la mort de celle qu'il aime. Ben, c'est vraiment l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Donc voilà, j'en parlais. Le motif de la spirale. Donc le générique de Saul Bass est très graphique, c'est une de ses signatures. Et voilà, il y a le motif de la spirale qui est présent dès le début du film dans ce générique. On le retrouve dans le chignon de la coiffure de Madeleine et ensuite de Judy. Et bien sûr dans les escaliers du campanile qui mènent au sommet de la tour. Et donc cette forme de spirale des escaliers pourrait nous faire croire que c'est la spirale du vertige, c'est une spirale purement spatiale. Et en fait, pas du tout. Bien sûr, ça l'est, mais c'est une sorte de fausse piste. Le plus intéressant, c'est la spirale temporelle, qui est la thématique centrale de la deuxième partie du film. Et c'est bien sûr le motif du double, qui est l'un des autres grands motifs du film. D'abord, dans la première partie, le double Madeleine-Carlotta. Puisqu'on va le voir, Madeleine, soi-disant possédée par le fantôme de Carlotta, va vouloir s'habiller comme Carlotta, avoir les mêmes habitudes de vie que Carlotta. Et on le voit par des détails visuels comme le bouquet de fleurs qu'elle apporte au musée devant le tableau de Carlotta qui porte le même bouquet de fleurs, sa coiffure qui est exactement la même et qui rappelle le motif de la spirale du film. La transition entre les deux parties, c'est la quête de James Stewart, qui est la recherche d'un fantôme, et cette recherche va le transformer lui-même en fantôme, puisqu'il se met à errer et à hanter les lieux de leur amour et de leur idylle, qui a été très, très passagère. Et donc, le début, en tout cas, de la deuxième partie du film est construit sur le même modèle à plusieurs reprises. Un plan rappelle un plan de la première partie où il a vu Madeleine, il croit la réapercevoir, et le plan suivant le déçoit puisqu'il se rend compte que ce n'est pas Madeleine. Donc là, c'est la toute première fois qu'il voit Madeleine dans la première partie du film au restaurant avec son mari. Il revient dans ce restaurant, il aperçoit une blonde élancée qu'il pense être Madeleine, et cette blonde n'est pas Madeleine. De la même manière, quand il filait Madeleine, il la trouve au musée face au tableau de Carlotta. Il retourne au musée, il voit une autre femme avec un tailleur similaire, et il pense que c'est Madeleine, et c'est pas Madeleine. Toutes ces répétitions de structures vont préparer et amener la rencontre entre James Stewart et le sosie de Madeleine par des effets de miroir. C'est vraiment le premier plan où il l'aperçoit dans la rue, où il aperçoit son profil droit. Et c'est exactement le même plan de la première fois où il aperçoit Madeleine dans la première partie du film.
C'est bien sûr pas un hasard si c'est filmé de la même manière. Et à la fin de leur première soirée ensemble entre Scotty et Judy, dans la chambre de Judy, avec cette lumière verte d'un néon qui passe par la fenêtre, on voit son profil gauche, donc celui qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, que ce soit pour Madeleine ou pour Judy. Et c'est le moment pivot où il va traverser le miroir et va vouloir transformer Judy en Madeleine. Et la couleur verte a aussi son importance, j'en parlerai bientôt. Sauf que la simple ressemblance physique ne suffit pas, il faut que Judy ait le même style et les mêmes gestes, etc. Et c'est pour ça que quand il dîne avec elle dans le même restaurant où il a aperçu Madeleine pour la première fois, Julie se rend compte du risque qui pèse sur elle, puisqu'elle se rend compte qu'il veut la transformer vraiment en Judy, parce qu'il se met à focaliser sur une blonde encore, avec ce tailleur également gris qui arrive en arrière-plan. Et c'est pour ça qu'il va la forcer presque à... il va lui offrir tout le vestiaire de Madeleine, en vraiment la forçant à s'habiller comme elle. Donc là, ça c'est un plan qui est pris dans le magasin où il lui achète son tailleur. Alors là, c'est le dédoublement du dédoublement, avec ces quatre figures juxtaposées dans le plan. On commence à plus savoir qui est le double de qui et qui est le reflet de qui. Jusqu'à la transformation finale, après être passé chez le magasin d'habits, il l'emmène chez le coiffeur, et revenu dans leur chambre, dans la chambre de Julie. Julie sort de la salle de bain, transformée en Madeleine, avec toujours cette lumière verte qui colore la scène. Et très bien, justement, j'allais en parler. Donc tout le chromatisme du film est structuré autour d'un jeu de deux couleurs complémentaires, le rouge et le vert. Quand vous savez ça et que vous revoyez le film, c'est absolument évident et structurant dans la manière de comprendre la relation entre les deux personnages et l'évolution en fait de l'histoire et du jeu de double et de reflet. Quand ils sont dans l'appartement de Scotty après la noyade avortée, Scotty a prêté son peignoir rouge à Madeleine, et lui il est en polo vert avec des rideaux d'une teinte plutôt rougeâtre qui rappellent le peignoir. Quand il file Madeleine, la voiture de Madeleine est de couleur verte, et la porte de l'appartement de Scotty est rouge. Et en fait, j'en viens à penser que le rouge est la couleur de Scotty et le vert celle de Madeleine. Puisque quand Madeleine est chez lui, il y a une inversion des couleurs. Elle est dans son espace à lui, il lui a fait revêtir son peignoir, et c'est le début en fait d'une relation qui est en train de se nouer par cette inversion de couleurs. Et il y a dans toutes les... il y a cette couleur verte qui rappelle la couleur de Madeleine quand Judy se transforme en Madeleine. L'élément pivot où James Stewart commence à vouloir transformer Judy en Madeleine est auréolé de cette couleur. Le restaurant est de la couleur rouge. Et tout au début, voilà, elle était en pull vert. Madeleine avait un revers vert à sa robe. Enfin voilà,
tout ça structure énormément la lecture de l'image, la lecture du film. Et c'est ce genre de détails que vous voulez mettre dans un roman, dans un film, pour densifier un peu le sens. Alors après, toutes mes interprétations sont potentiellement fausses. Hein. Ça ouvre le débat et c'est pour ça que tout le monde s'engueule sur ce genre de film, c'est que personne n'est d'accord et c'est pour ça aussi qu'il continue à être vu et apprécié. Il y a un petit côté maniaque du cinéphile critique qui essaie de décrypter tous les symboles, tous les signes, quitte à en inventer quand il s'ennuie. Il y a un autre cinéaste qui est un peu comme ça, c'est Kubrick. Dans Eyes Wide Shut, c'est un autre très bon exemple de structure archi signifiante. C'est le moindre plan, le moindre décor, il y a des symboles dans tous les coins, c'est quasi cryptique comme film. Et il y a des analyses très, très profondes, disant que c'est un complot des Illuminati parce que sur l'affiche de tel film, devant le cinéma où ils se rencontrent, il y a le symbole triangulaire ou je sais pas quoi, etc. etc. J'en viens pas à ces extraits, mais voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir interpréter, pouvoir avoir différentes interprétations, puisque... Oui, aussi, David Lynch, autre cinéaste. Mulholland Drive également est construit sur un système de miroir, de moments pivotal où une femme devient une autre, voilà. Mais là, c'est encore plus incompréhensible que... Enfin, Vertigo est compréhensible. Mulholland Drive... disons que c'est une expérience. Voilà. Et je vais finir sur quelque chose que j'ai découvert hier, en fait, qui est un travail sur la scène de baiser, en fait, dans ce film. Et il y a vraiment un travail de variation sur le baiser. Et donc, comme ça, j'ai revu sur YouTube tout le film avec ce filtre devant les yeux. Et donc, j'ai passé ma soirée hier à regarder des baisers. Donc, il y a pire manière d'occuper son temps. Donc, le premier baiser avec Madeleine est filmé comme ça. Le dernier baiser avec Madeleine est filmé ainsi, juste avant qu'elle se suicide. Je pense pas que ce soit une coïncidence si la position des deux personnages est inversée entre les deux. Et pour moi, c'est le premier avec Madeleine à gauche, c'est le début de l'histoire d'amour. Et le dernier avec Madeleine à droite, c'est la fin. C'est un encadrement en fait de l'idylle au milieu. Et de la même manière que le premier avec Judy est un écho du dernier avec Madeleine. Parce que la première fois qu'il l'embrasse, il n'a pas encore retrouvé Madeleine dans Judy. Donc il est encore en train de perdre Madeleine d'une certaine manière. Et le premier avec Judy métamorphosée en Madeleine est exactement tourné de la même manière, avec les mêmes profils que le premier avec Madeleine, la vraie Madeleine. Et là, c'est un très beau mouvement de caméra qui commence. En fait, Hitchcock va opérer un travelling circulaire autour du couple d'amants enlacés. Il commence par ce plan-là, où on voit le profil droit de Kim Novak. Il commence à tourner. Et au milieu du mouvement, James Stewart s'aperçoit qu'il revit en fait le dernier baiser avec Madeleine. La caméra continue son mouvement et on revient au même plan du début du baiser, mais cette fois avec un fond vert, en rappel toujours de la couleur de Madeleine. Et je trouve que c'est une couleur assez intéressante pour symboliser ce côté glauque et morbide du thé morphique en fait. Et de cette velléité de vouloir faire revivre un mort, une morte ou un amour mort. Et voilà, c'est 3-4 baisers, il y en a pas
énormément plus. J'en ai coupé un qui est pas très important dans le film, mais c'est quasiment le dernier baiser entre Judy et Scotty. Et, et j'ai oublié de dire quelque chose de très important, la fin du film, puisque la fin du film est un écho de la fin de la première partie, puisque en fait Judy se trahit en portant le collier que porte le même pendentif en fait que portait Madeleine, qui était lui-même le même collier que portait Carlotta, qui est un bijou de famille qui est arrivé jusqu'à Madeleine et qu'elle portait pour accréditer la thèse de la possession. Sauf qu'elle a gardé le bijou et elle se trahit. Et quand elle se trahit, c'est là aussi très intéressant. Elle lui demande elle n'arrivait pas à nouer le pendentif dans son cou, donc elle lui demande de l'aider. Sauf que pour ce faire, elle se tourne vers lui avec déjà le pendentif autour du cou. Et à ce moment-là, Scotty ne remarque pas le bijou. Il tilte pas, et c'est seulement en se mettant derrière Kim Novak et en la voyant dans le miroir qui est en face d'eux, que là, il remarque le bijou, qui est le reflet du bijou. Et là aussi, il y a ce motif du double qui est dans cette scène et dans cette révélation en fait de la supercherie. Et à partir de ce moment-là, il va la ramener en fait sur les lieux du suicide, du vrai faux suicide de Madeleine. Et l'histoire, bien sûr, se rejoue puisqu'on ne peut pas faire revivre les morts, et il veut la faire monter en haut de la tour du campanile pour la forcer à avouer. Et là, porté par sa colère, il arrive à surpasser son vertige. Ils arrivent en haut, elle lui avoue tout, et en fait une nonne arrive alertée par le bruit. Kim Novak, Judy, prend peur et tombe de la même manière que Madeleine. Que l'épouse, la vraie épouse pour le coup du salaud de l'histoire, elle tombe du haut du campanile. Et là, dernier plan, James Stewart surplombe la scène dans l'encadrement d'une des arcades du haut du campanile. Et fin de l'histoire, le salaud n'est pas arrêté. Hitchcock avait prévu une fin pour un éventuel passage à la télévision où le salaud était arrêté parce qu'il était assez cynique et il n'était pas à un arrangement près pour faire de l'argent et que son film soit vu par le plus grand nombre, parce que c'est aussi ça Hitchcock, on va dire que c'est un rusé. Voilà. Donc s'il y a une chose à retenir de tout mon bavardage très long, en fait, toute structure solide est appelée à être interprétée et donc à résister au temps. C'est vraiment important. C'est les choses superficielles, que ce soit des romans ou des films, qui s'épuisent à la première lecture, ne survivent pas, en fait. Puisque d'une part, ils sont mauvais, et d'autre part, ils n'ont rien à dire. Et c'est seulement en travaillant cet entre-là de lignes thématiques, de symboles, de signes, de motifs, que vous donnez une densité, une solidité, une structure cohérente à votre histoire, à votre roman, à votre film. Et c'est très important. En plus du style, mais ce sera le sujet d'une autre rencontre. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous recommande vraiment les cours de littérature de Nabokov qui sont lumineux. Il parle de plein de livres intéressants, Madame Bovary, les classiques russes, Don Quichotte. Et à chaque fois, même si vous ne connaissez pas le livre dont il parle, c'est très intéressant et ça donne des approches, des idées d'approche pour vos propres travaux. C'est toujours intéressant de savoir comment il fait quelque chose, comment de décortiquer les livres.
et de Chris Marker, qui a écrit une sorte d'analyse assez fouillée de Vertigo, qui avait paru jadis dans Positif, et que j'ai retrouvé en ligne, donc je vous ai mis le lien, qui est là aussi très, très intéressant. Donc, bien sûr, je me suis énormément inspiré pour vous faire cette présentation. Voilà, je vous remercie. J'ai pas trop dérapé, je suis content. Avez-vous des questions? Des incompréhensions? J'ai une question en fait, en termes de structure très élaborée, très riche. Mm-hmm. Est-ce que tu as aussi certains, enfin, on parlait de Madame Bovary, est-ce que tu as d'autres exemples en fait de romans particulièrement bien structurés, bien structurés? Alors, c'est là, tel quel, à l'instant, je me vient à l'esprit une nouvelle, pas un roman, c'est une nouvelle de Cortázar, qui tient en maximum 2 pages, qui est magnifique. Ça s'appelle de mémoire Continuité des parcs, quelque chose comme ça. C'est l'histoire d'un propriétaire, enfin, de quelqu'un qui revient chez lui. Il habite une grande baraque dans un grand parc, et il lit un roman, une histoire, je sais pas quoi. Et il finit le livre installé dans un fauteuil, dans son salon, dans cette grande baraque, dans ce grand parc. Et en fait, il y a une sorte de glissement de la fiction dans la réalité de cette nouvelle, puisque ce qu'il est en train de lire, c'est sa propre fin. Et en fait, on se rend compte, c'est une sorte d'histoire macabre où un amant tue un mari pour avoir la femme. Très original. L'intérêt de la nouvelle tient au fait que le protagoniste de l'histoire qui lit cette histoire policière s'absorbe progressivement dans son histoire, dans sa lecture, et en tant que lecteur, vous passez dans la réalité de sa lecture. Et on voit l'amant futur criminel traverser un parc, entrer dans une grande baraque, monter un escalier, entrer dans un salon, trouver quelqu'un en train de lire un livre, et le poignard, je ne sais plus quoi. Et c'est une sorte de ruban de Mobius, une sorte de structure impossible qui n'a qu'une face. Enfin, moi, c'est ce genre de choses qui me passionne, parce que on pourrait en parler infiniment sans en faire le tour. Et c'est très court, très simple, et très, très passionnant. De Cortázar, toujours une autre nouvelle très intéressante. Ça se passe à Paris, je crois. C'est au Muséum d'histoire naturelle, où le narrateur de la nouvelle est face à une sorte de bassin où il y a des sortes d'amphibiens, j'ai oublié le nom barbare, et progressivement, en regardant l'amphibien en question, lui retourne son regard, et il y a une sorte de transmigration des âmes, ou je ne sais pas comment appeler ça, qui se produit, et il finit dans le corps dans l'amphibien. C'est énormément de nouvelles fantastiques, Cortázar, un peu comme Borges dans un autre. Borges, ce n'est que des jeux de structure, de géométrie, de mathématiques. Il y a bien sûr pour Borges le jardin au sentier qui bifurque, qui ouvre la deuxième partie de fiction, je crois, qui est l'histoire d'un criminel de guerre, en tout cas d'un agent allemand qui a une mission, mais d'un espion allemand en Angleterre, je crois, qui va bientôt se faire prendre par la police, et qui doit avertir de quelque chose ses supérieurs. Et il a l'idée de tuer un érudit, je crois, qui est dans une propriété dans la campagne anglaise, qui lui parle du fameux livre d'un fameux érudit chinois, qui est sans doute inventé par Borges, qui aurait écrit Le jardin au sentier qui bifurque, qui est une sorte de livre labyrinthe.
C'est là où dans toute histoire, à tout moment où il y a possibilité d'hésiter entre la gauche et la droite, la vie et la mort, ou toute autre alternative, au lieu d'en choisir une et de suivre ce fil-là jusqu'à la prochaine alternative, c'est un livre où toutes les alternatives sont explorées en même temps, et il y a une sorte de bifurcation foisonnante et infinie qui ouvre à une divergence totale du spectre narratif. Enfin voilà, mais ça c'est une structure un peu. Enfin, dans la vraie vie, c'est la structure d'un jeu vidéo. C'est où à chaque choix et à chaque acte du joueur, s'opère une bifurcation. Et comme tout jeu vidéo est rejouable, on peut tout tester en fait. Mais voilà, c'est pas simultané comme ce livre impossible que Borges imagine. De structure. Après, dans les romans, j'ai pas d'idées qui me viennent de noms qui me viennent en tête, de choses un peu rigolotes. Si, il y a de Cortázar, Marel. Marel qui est une histoire qu'on peut lire de différentes manières en fait. Les chapitres sont numérotés dans le désordre et vous pouvez lire l'histoire de gauche à droite de la première à la dernière page comme tout livre, ou alors vous suivez un ordre que vous donne en début du livre l'auteur. Donc vous commencez par le chapitre 17, vous allez ensuite au chapitre 8 et ainsi de suite. Soi-disant pour nous donner une autre manière d'approcher le livre, etc. Ou vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez. Ça, c'est... je ne sais pas si c'est aussi fort qu'une structure plus traditionnelle comme celle de Madame Bovary, qui est très simple, mais très juste et très intéressante. Là c'est peut-être trop ludique, trop proche du gadget oulipien pour me convaincre tout à fait.